بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. دونك اليوم باش نعملوا ريفيزيون على الريفلكس ميوتاتيك، درس بإشراف السيد متفقد سي عبد الحق جاب الله ومع حضور بعض التلامذة. اسمي هدى الطيف 4e sciences 2 lycée pilote مستير. ملك تويتي 4e sciences 1 lycée pilote مستير سدا. أريش قاسم 4e sciences 1 نقرا lycée pilote مستير. ياسمين منصر 4e sciences 1 lycée pilote مستير. وأنا حميدة الطيف نقري في معهد النموذجي بالمنستير. Cette petite révision dans le but de comprendre le fonctionnement d'un circuit d'un réflexe moteur. Donc, lorsqu'on dit réflexe moteur, signifie un réflexe qui comprend une contraction d'un muscle, une activité. Et on va analyser quelques enregistrements électrophysiologiques, c'est-à-dire ce qu'on observe au oscilloscope. Distinguer le réflexe myotatique parmi d'autres réflexes qui provoquent la contraction des muscles et rappeler ces structures anatomiques. Donc, on va rappeler les structures anatomiques intervenant dans un réflexe myotatique. Aussi, rappeler certaines notions de la propagation et de la transmission de messages nerveux. Et l'ensemble à partir du savoir raisonner à partir des données expérimentales. Donc on va raisonner quelques expériences et à partir de lesquelles on va essayer de trouver la réponse aux différents objectifs proposés. Donc voici l'énoncé. Donc le document 1, celui-là, il représente un circuit nerveux intervenant dans un réflexe moteur, c'est-à-dire comprenant une contraction musculaire, dont la réaction est une contraction du muscle fléchisseur. Donc j'ai proposé un changement, contraction du muscle fléchisseur par rapport au muscle extenseur habituel. Sur ce circuit sont implantées plusieurs microélectrodes réceptrices R1, R2, R3, R4 et R5, reliées à des oscilloscopes qui enregistrent les variations de la différence de potentiel DDP suite à la stimulation du récepteur sensoriel par deux stimulations d'intensité croissante I1 inférieure à I2. Les résultats sont indiqués en partie dans le tableau de la page 4. Donc, ثبتوا مع بعضنا السيركوي هذا شنو فيه. Donc, عندي هذا muscle fléchisseur de la cuisse, muscle extenseur. قال لي راهو الفليشيسور c'est lui qui sera contracté في الموفمون بتاعنا. والextenseur relâché. عندي حطيت récepteur inconnu ولكن سميته récepteur sensoriel. عملنا عليه stimulation compatible avec sa nature. Donc, كل récepteur نعرفوا اللي هو sensibilité à un stimulus précis. Donc, ils sont spécifiques aux différents stimuli. Donc, les enregistrements R1, R2 sont implantés في الfibre afférente. Donc, fait le prolongement de la fibre afférente à deux distances séparées, un peu éloignées l'une de l'autre. Les électrodes réceptrices R3, R4 et R5 هما في وسط substance grise وكل واحدة منهم reliée à un oscilloscope. Donc ثبتوا مع بعضنا اللي R3 في corps cellulaire بعد synapse R4 كيف و R5 implanté في الموتونورون un peu plus éloigné. Donc الصغيرات هذوما الأزرق والأكحل هما des interneurones موجودين في substance grise alors que هذوما ce sont des motoneurones parce qu'ils sont connectés avec des muscles. D'accord? Donc هذا الدوكيمون نتاعي يوريني le circuit, la nature de stimulation. Donc qu'est-ce qu'on va proposer comme première question? En utilisant les données représentées ou bien présentées ainsi que vos connaissances, complétez le tableau suivant par ce qui convient. Donc le but c'est de reconnaître le nom des enregistrements et leur aspect. D'accord? Donc au niveau de O1, on a cet enregistrement. Comment on va l'appeler? Potentiel d'action. Potentiel d'action. Donc quelle est la référence qui nous permet de dire que c'est un potentiel d'action? La valeur plus 30 et l'amplitude 100 mV. Donc la valeur plus 30, c'est-à-dire l'amplitude. Le passage de c'est un trait, il paraît comme un trait, c'est une dépolarisation de moins 70 mV à plus 30, donc c'est un PA, parce qu'il a une amplitude constante 100 mV. D'accord? Et pourquoi il a cette allure d'un trait quand on peut avoir un PA في allure d'un trait? C'est une variation brusque et rapide. Et aussi. La gravité, c'est l'effet de pesanteur.
L'effet de pesanteur, ce n'est pas l'origine. C'est-à-dire, de point de vue observation, lorsqu'on regarde un enregistrement donné, pourquoi il n'a pas l'allure d'une courbe habituelle, comme celle d'un PA? C'est très rapproché dans le temps. Voilà, donc on a changé l'échelle du temps. Donc lorsqu'on peut modifier l'échelle du temps في l'oscilloscope, on peut voir différentes formes de PA. Il y a un trait, il y a une sorte de courbe ondulaire, etc. Donc ça peut varier. Donc ce trait représente un PA en fait. Donc, aspect et non, selon le cas, il y a un sawar. الكورب يا اما باش نسميها دونك المطلوب هوني الكورب مصورت l'enregistrement مصور دونك باش نسمي potentiel d'action. Très bien. Donc suite à I2 هذا شنو un train de PA اللي هو un message. Très bien. Donc au niveau de O2 c'est le même tracé, donc c'est un PA aussi. Bon, ce n'est pas demandé, aucune demande n'a été proposée, donc on va conserver les mêmes données. Au niveau de O3 maintenant, Potentiel de repos. potentiel de repos, effectivement. Donc j'ai un potentiel de repos 70 parce que c'est une amplitude constante à moins 70 millivolts. Donc aussi, suite à E2, il a dit qu'on va obtenir un PPSI global. G, c'est global. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois représenter une... Sommation. Et c'est une... L'allure, c'est quoi? Hyperpolarisation. Donc, tout PPSI est une hyperpolarisation, effectivement. Donc, on doit représenter une hyperpolarisation. Proposée avec sommation temporelle ou non, c'est variable. Bon, ce qu'on a acquis, c'est comme ça. C'est ça l'allure à apprendre par un message nerveux, donc avec des fréquences un peu relativement importantes. Donc, on a beaucoup de fréquences. Ça veut dire que c'est un message nerveux important de point de vue intensité. Et il va conduire à une sommation de quel type? Lorsqu'on a des vagues comme ça? Temporelle. Temporelle, très bien. Bon, au niveau de O4, on a enregistré donc la même chose, un potentiel de repos, mais de l'autre côté, sachant qu'au niveau de O5, O5, O4 و O5 في نفس الموتونورون. هذه في الكور سيلولار وهذه في الأكسون نتاعها. Donc في الأكسون تحصلنا على Potentiel d'action. potentiel d'action, معناها في Résultant d'un Le PPSE global qui atteint le seuil. Très bien, donc c'est un PPSE global qui atteint les seuils. Donc, تصور PPSE بنفس ستيل نتاع هذه والا une seule onde, une seule vague, c'est possible, حتى مشكل. L'essentiel, donc à savoir انتي والproposition. Donc يبدا عندي هونيك بالtemporel إذا كان وصل طول بنفس ستيل هذا. خاطر on n'est pas certain de la manière خاطر circuit ناقص وعندي point d'interrogation في وسط الموال épinière. Ça y est pour la première partie qui concerne l'aspect et les noms des enregistrements. Donc on a un autre but, nature de la stimulation I1, est-ce qu'elle est efficace ou non et justifiée? Efficace parce que on a trouvé comme résultat un potentiel d'action Très bien. suite à cette stimulation. Donc la stimulation I1 a provoqué un potentiel d'action qui se propage tout le long de la fibre afférente. Ça veut dire qu'elle est efficace aussi. Donc même si elle n'a pas activé les neurones postsynaptiques اللي موجودين بالنسبة لنا les interneurones 1 ou 2 ou les motoneurones اللي هما في وسط substance grise, mais elle est efficace considérée par le principe. Toute stimulation efficace, c'est une stimulation qui engendre un PA. Très bien. Donc, deuxième question. S'agit-il d'un réflexe myotatique? Justifiez votre réponse. J'ai rappelé donc l'aspect du circuit. Est-ce que c'est un réflexe myotatique? Donc, si on rappelle, qu'est-ce que c'est un réflexe myotatique ou bien la définition d'un réflexe myotatique, c'est quoi? C'est une contraction involontaire suite à la stimulation, la contraction d'un muscle et étirement d'un muscle. Voilà, donc on répète, c'est la contraction involontaire d'un muscle suite en réponse à son étirement. À son propre étirement. D'accord? Donc, وشنو نعرفوا آخر على الريفلكس هذايا؟ Il a des éléments. D'accord, il a des éléments. Donc الريسبتور بالنسبة لينا مش مسمي، لكن عندي فكرة على السيركوي نتاعو لهنا ولا لا؟ Est-ce qu'on peut reconnaître le circuit d'après nos connaissances? Le circuit d'un réflexe myotatique, c'est un circuit monosynaptique. C'est-à-dire que la fibre sensitive présente une seule synapse avec le motoneurone.
Or, ici, d'après le schéma, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est monosynaptique? Non. Non. قال لي راهو كي تعمل ستيمولاسيون في الريسبتور اللي تسجلوا هوني ينجم يوصل للانترنورون هذا ويكتيفي الموتونورون دو موسكول فليشيسور كونتراكتي لكن اترافير الانترنورون دونك هذا دونك ماهوش monosynaptique. Il ne peut pas être monosynaptique puisque la même stimulation sur le récepteur a activé les interneurones puis le motoneurone. Donc alors que entre le fibre sensitif ou l'interneurone هذا, je ne suis pas certaine est-ce que c'est le contact direct, il y a une seule synapse ou bien il y en a d'autres. On n'est pas certain, mais ce que je connais, c'est que le PA ou bien le train de PA véhiculé tout le long de la fibre afférente, il a activé l'interneurone puis le motoneurone du muscle contracté. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 synapses. Ce n'est pas un circuit monosynaptique. Donc, voici ce qu'on propose. Donc, qui veut lire? Allez-y. La stimulation du récepteur concerné crée un message nerveux afférent qui active le motoneurone du muscle fléchisseur contracté par un circuit polysynaptique comprenant au moins un interneurone, l'interneurone 1. Or, le réflexe myotatique, c'est-à-dire contraction involontaire du muscle suite à son étirement, est assuré par un circuit monosynaptique, absence d'interneurone entre la fibre sensitive et le motoneurone. Cette réaction n'est pas due à un réflexe myotatique, mais à un autre type de réflexe. Voilà. Donc, autre question. Comparer le mode de propagation du message nerveux au niveau de la fibre afférente par rapport à celui au niveau des interneurones 1 et 2 en complétant le tableau suivant. Donc, on a une indication à la fibre afférente, la fibre sensitive, c'est une fibre myélinisée. Alors que les interneurones, madame, en fait substance grise, ils sont des neurones amyélinisés, effectivement. Donc, si je veux comparer le mode de propagation, la fibre afférente, comment est le mode de propagation? Saltatoire et discontinu, alors qu'au niveau des interneurones, c'est une propagation de proche en proche et continue, effectivement. De point de vue comparaison de vitesse, quelle est la fibre qui propage le message nerveux avec une vitesse plus importante? La fibre myélinisée, c'est-à-dire la fibre afférente. Lieu de naissance du message nerveux, donc où naît le message nerveux au niveau de chacune de ces fibres? Donc, la fibre afférente, premier nœud de Ranvier, pourquoi? Les CVD en a plus. Donc, c'est le lieu où il y a naissance, génération de PA à partir du récepteur premier nœud de Ranvier, le site générateur en samméon. Or, في l'interneurone, naissance ou intera, à partir du cône axonique, c'est le site intégrateur. Effectivement, très bien, excellent. Donc, on reprend la fibre afférente myélinisée, donc propagation saltatoire et discontinue. Mais au niveau des interneurones, puisqu'ils sont dans la substance grise et sont des prolongements amyélinisés, c'est une propagation de proche en proche continue. Donc, comparaison, elle est plus rapide dans les fibres afférentes myélinisées que dans les fibres amyélinisées. Si on rappelle les autres facteurs pour la propagation, comparaison des vitesses, quels sont les autres facteurs? Le diamètre de la fibre, la température et selon les espèces. On rappelle que ça peut varier d'une espèce à une autre. D'accord? Bon. Donc, dans la fibre afférente ou bien sensitive, la naissance du message nerveux se fait au niveau du site générateur de la fibre, s'il y a arrivé d'un potentiel de récepteur qui atteint le seuil à ce niveau. Mais au niveau des interneurones, donc au niveau du cône axonique des interneurones, c'est-à-dire le site intégrateur des neurones postsynaptiques. Mais quand? Lorsqu'il y a naissance d'un PPSE global qui atteint le seuil de PA à ce niveau. Donc il faut toujours un PPSE global par la sommation. Donc des PPS présynaptiques. Donc des PPS postsynaptiques, donc un PPS, mais
issus des différents PA présynaptiques. Donc, en utilisant les données de ces documents ainsi que vos connaissances, comparez dans le tableau aussi ci-dessous, donc la transmission de messages nerveux au niveau des synapses S1 et S2. Donc, S1, هي مع الموتونeuron du muscle extenseur, S2, مع الموتونeuron du muscle fléchisseur. D'accord? Donc, بالنسبة لنا conditions physiologiques d'activation de la synapse, c'est toujours arrivée d'un PA. D'accord? بالنسبة للأخرى, est-ce qu'il y a une différence? Non. C'est la même chose. Donc, et les conditions physiologiques. Si on rappelle conditions expérimentales, est-ce qu'on peut avoir une condition expérimentale qui crée un PA, donc post-synaptique, où la synapse est activée? La concentration. Concentration de? Des ions CA2+. De neurotransmetteurs mis dans la fente synaptique. Donc, on peut proposer, par exemple, une implantation, une injection de neurotransmetteurs dans la fente. Ou bien, on peut faire... Injection des... Qui cause naturellement la libération du neurotransmetteur dans la fente? L'ouverture des... CA2+, l'ouverture donc des CVD à CA2+, et l'entrée de CA2+. Donc, si on peut faire entrer CA2+, on peut provoquer l'exocytose et on peut provoquer une activation de la synapse. D'accord? Et dit expérimentalement, mais naturellement, il faut toujours arriver d'un PA présynaptique. Donc, c'est la même chose pour l'autre. Donc, nature du neurotransmetteur excitateur ou inhibiteur pour chacune. Selon le PPS. Neurotransmetteur inhibiteur, بالنسبة لهذه بما أنه سجلنا PPSI. Alors que neurotransmetteur excitateur, بما أنه سجلنا PPSE et un PA. Un PPSI donc est né avec ouverture des CCD à K+, et ou CL-. Donc en cas K+ seul, il y a sortie de K+, en cas CL-, il y a entrée de CL- à travers les CCD correspondants. Mais pour une synapse excitatrice, ce sont, il y a ouverture des CCD à NA+. Et est-ce que NA+ entre ou bien sort? Entre dans le milieu intracellulaire, donc du neurone. Post-synaptique, effectivement. Donc, conséquence sur l'activité électrique du motoneurone correspondant. Potentiel de repos. Donc, l'année, potentiel de repos, donc le motoneurone n'est pas activé. Voilà, le muscle se relâche. Le muscle se relâche, effectivement. Donc, naissance d'un PPSI au niveau du cône axonique du motoneurone, d'où absence de message nerveux moteur. Voilà, le relâchement est dû à une diminution du tonus musculaire, du muscle extenseur qui se relâche. Alors que s'il y a entrée de NA+, c'est suffisante, bien sûr. Enfin, voilà, elle dépasse le seuil, elle peut dépasser le seuil et ça va créer un PPSE au niveau du cône axonique du motoneurone. Donc, d'où possibilité de message nerveux moteur. En cas où il est né, il y aura contraction par augmentation du tonus musculaire. Donc, on rappelle la notion de tonus musculaire. C'est quoi le tonus musculaire? C'est la réaction d'un muscle suite à la pesanteur, sous l'effet de pesanteur. Très bien. De quel type de réaction on parle? C'est la contraction. C'est une contraction. C'est une contraction en réponse à l'étirement provoqué par la gravité afin de maintenir la posture et la position debout, donc, et l'équilibre dans différentes situations. Effectivement, donc, Dima, au repos, on a une certaine quantité de contraction déjà mawjouda, parce qu'on est soumis, chacun de nous, à la pesanteur, à la force de gravité, où les muscles extenseurs internes sont légèrement contractés. Donc, par rapport à la situation, il y a un muscle qui est contracté, il se relâche, il doit diminuer, le tonus musculaire, il doit diminuer. Alors que celui qui se contracte, il va présenter une augmentation du tonus musculaire par rapport à l'état de repos qu'il avait.
Donc, si je suppose que c'est un réflexe myotatique, d'accord, on a dit que ce n'est pas un réflexe myotatique, il ne peut pas être un réflexe myotatique, mais si on suppose que c'est un réflexe myotatique et qui provoque la contraction du muscle fléchisseur, est-ce qu'on peut préciser la nature du stimulus? Étirement, le récepteur, le FNM, le fuseau neuromusculaire. En supposant que dans une autre condition semblable, on a étiré le muscle fléchisseur, donc on a étiré ce muscle, donc stimulation et étirement, compléter le tableau ci-dessous par ce qui convient pour préciser la nature du stimulus et du récepteur, les noms des conducteurs, le mécanisme de la coordination, le type de circuit permettant la contraction de ce muscle. Donc, quel est le stimulus proposé? Étirement. La nature de récepteur, FNM, c'est-à-dire l'abréviation de fuseau neuromusculaire. Le conducteur afférent Malek. Voilà. Le conducteur efférent est riche. Le motoneurone, c'est ça, alpha. Motoneurone alpha, de quel muscle? Du muscle fléchisseur. Voilà, contracté. Très bien. Mécanisme de la coordination, comme on appelle le mécanisme de coordination des muscles antagonistes. L'innervation réciproque. Et la nature du circuit nerveux, c'est un circuit monosynaptique. Très bien, bravo. Donc, voici les différentes réponses. Étirement. Donc, le récepteur, c'est le FNM du muscle étiré. Conducteur, donc, fibre IA, ou bien on peut prononcer 1A. Le mécanisme de coordination, c'est l'innervation réciproque. Et la nature du circuit, c'est un circuit monosynaptique. D'accord? Donc, on rappelle le schéma général qui montre ceci. Donc, circuit MTI, donc, حطيت muscle étiré et muscle antagoniste. ما غير ما نحددوا شنيا نوعيته. Donc, إذا كان المسكل étiré هو المسكل extenseur أو المسكل étiré هو المسكل fléchisseur. Chacun d'eux présente le même style de circuit. Donc, on va supposer هذا المسكل étiré, donc stimulation نتاعو شكون يحسها le FNM, le fuseau neuromusculaire. Donc, naissance d'un message nerveux sensitif, en rouge ce qui est sensitif, qui se propage tout le long de la racine dorsale, donc de la moelle épinière, où il fait le ganglion spinal sans corps cellulaire. Donc, il se propage, il atteint la substance grise et il a double fonction. Donc, il va activer directement le motoneurone du muscle fléchisseur ou bien le muscle étiré, حسب la situation, donc par un circuit monosynaptique, donc sensitif, مع الموتونورون. ويرجع le résultat, contraction, sachant que notre structure c'est une unité motrice, d'accord, ma fibre musculaire. Alors que le muscle antagoniste, donc le fibre sensitif, elle transmet son message à un interneurone inhibiteur, donc ce qui est en vert, c'est un interneurone inhibiteur, qui va inhiber l'activité électrique du motoneurone du muscle antagoniste. Donc, on a absence de message, flèche, absence de message nerveux. Donc, ce muscle qui ne reçoit aucun message nerveux, il va se relâcher par diminution du tonus musculaire. D'accord? Donc, si ce muscle est tiré et le muscle extenseur, la réaction serait une extension par contraction de ce muscle. Si le muscle étiré et le muscle fléchisseur, la réaction serait une flexion par contraction de ce muscle. Donc, par rapport à une jambe comme j'ai proposé la cuisse, donc, fait le mouvement d'extension, c'est fait le mouvement de flexion, c'est d'accord? Donc, à part ça, donc, je vais rappeler aussi les synapses.
Donc, lors du fonctionnement des synapses, il y a toujours exocytose des vésicules synaptiques contenant un neurotransmetteur particulier. Le neurotransmetteur est libéré dans la fente synaptique et il va se fixer sur des récepteurs spécifiques liés à la membrane postsynaptique. Leur fixation entraîne un passage ionique selon le cas. Donc, هذا معليش récepteur مسكر كيف وكيف هذا هذا ما عليهم récepteur محلولين. Donc, la nature des ions هذه, elle peut varier selon, donc bien sûr, la nature de la synapse. D'accord? Donc, toute synapse est principalement chimique. Donc, transmission est en majorité chimique, c'est-à-dire par un médiateur chimique qui est le neurotransmetteur. Et unidirectionnelle parce que la transmission se fait toujours de l'élément pré qui contient les vésicules vers l'élément post qui a les CCD, ou bien qui a aussi les récepteurs spécifiques aux neurotransmetteurs. Donc, selon la nature des synapses, on va avoir deux cas possibles, d'accord? Donc, si la liaison du récepteur se fait avec le neurotransmetteur et entraîne l'ouverture des canaux à sodium, donc ici on a des canaux à sodium, donc Na+ va entrer à l'èche. Les CCD, est-ce qu'ils fonctionnent contre le gradient de concentration ou bien selon le gradient de concentration? Selon le gradient. Quelle est la protéine membranaire qui fonctionne contre le gradient de concentration? La pompe. Uniquement la pompe. Donc les canaux de fuite, c'est selon le gradient de concentration. Les canaux voltage dépendants selon le gradient de concentration. Les CCD selon le gradient de concentration. Or, Na+ fait l'extracellulaire et accès, mais l'intracellulaire, donc elle va entrer. Et l'entrée de Na+, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Une diminution de la polarité de la membrane et naissance d'un PPSE qui tend à rapprocher la DDP du seuil de PA, donc elle tend à activer le neurone postsynaptique et créer un PA postsynaptique. D'accord? Si la liaison du récepteur avec le neurotransmetteur permet l'ouverture des canaux ACL- ou bien K+, en fait. Donc ACL-, il va y avoir entrée aussi de Cl-, selon le gradient de concentration. Il faut rappeler que Cl- se trouve aussi dans le milieu extracellulaire, l'intra, kif Na+. Donc elle va entrer. Donc l'entrée de Cl- va provoquer une augmentation de la polarité de la membrane. L'intérieur devient plus négatif que l'extérieur et c'est un PPSI et c'est un potentiel inhibiteur. Si le récepteur se fixe avec si le neurotransmetteur donc se fixe avec un récepteur à K+, donc il va y avoir ouverture des CD à K+, et bien sûr K+ va sortir maintenant. Plus concentrée sur l'intracellulaire par rapport au milieu extracellulaire et elle va passer selon le gradient du milieu intracellulaire vers l'extra. Elle va sortir. La sortie donc va entraîner aussi une augmentation de la polarité, donc un PPSI. Quelles sont les particularités de neurotransmetteurs en général? Donc, si on rappelle les particularités de neurotransmetteurs, Yasmine. Il est présent dans le bouton synaptique. Très bien. Il n'est libéré que suite à une stimulation. Donc, présent dans le bouton synaptique, dans les vésicules. D'accord? Oui. Il n'est libéré que suite à une stimulation. Et les conditions physiologiques, peut bien. Il se fixe. Il se fixe sur des récepteurs spécifiques associés au CCD de la membrane postsynaptique. Il est rapidement inactivé par dégradation, puis recapture ou directement recapture totale par l'élément présynaptique. Voilà. Donc, chaque neurotransmetteur, en général, il ne peut se fixer que sur des récepteurs spécifiques à lui. Donc, les récepteurs endoma, bien sûr, béchihalo des CCD. Particularité, donc, c'est un messager chimique, substance chimique. موجود في les vésicules.
libéré suite à une stimulation, se fixe sur des récepteurs et rapidement inactivé, d'accord, pour permettre le retour au repos à la synapse en question. D'accord? Merci de votre attention. Merci si Abdelhaq Jabala متفقد المادة واللي عمل l'encadrement de cette séance. Merci pour les élèves Yasmine, Erish, Malek et Nour. Merci. Merci. بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.